Bonjour, bonsoir à tous, et oui, je sais, la tasse est pétée, RIP in peace. Mais bref, show must go on, comme disait Freddy, et aujourd'hui, nous allons parler Sciences Po, protestation et Pécresse. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Tous, Christine, tous. Et nous n'avons qu'une planète et nous sommes en train de tout détruire. Faites mieux. Ah là là, le conflit israélo-palestinien. Ce qui est bien avec ce conflit, c'est qu'il ne déchaîne pas du tout les passions. Et on l'a encore vu récemment avec ce qui s'est passé à Sciences Po. Et oui, car apparemment, étonnamment, pour les élèves de Sciences Po, la vie de centaines de milliers de personnes a une importance. Tu rends compte? Et récemment, il s'est passé pas mal de choses entre Sciences Po, la Palestine et les manifestations. Revenons donc ce mercredi 24 avril. Un jour de manifestation pro-palestinienne, des élèves de Sciences Po Paris ont décidé de planter leur piquet devant l'école. Et ce, afin de réclamer que Sciences Po coupe ses liens avec les universités et entreprises qui sont complices du génocide à Gaza, et à la fin de la répression à l'encontre des voix pro-palestiniennes sur le campus. Mais attendez, parce que là, ce n'était que l'apéritif. Étant donné que le lendemain, le jeudi 25 avril, une dizaine de membres du comité Palestine de l'IEP se sont introduits dans l'établissement afin de l'occuper. Alors oui, déjà, on peut se dire que les élèves étaient bien chauds. Mais attendez, c'est toujours pas fini. Parce que le lendemain, le vendredi 26 avril, et oui, tous les jours, il y a une nouvelle en plus, et bien des étudiants pro-palestiniens ainsi que des manifestants ont bloqué l'accès au bâtiment de Sciences Po Paris. Alors, personnellement, j'appellerais ça des actes de courage, des actes militants, mais il semblerait que ce ne soit pas le point de vue de tout le monde. Et au-delà d'être pro-palestinien ou pro-israélien, on peut voir que sur la question, le gouvernement ainsi que certains médias ne sont pas objectifs. Parce que quand tu vois que ce vendredi 26 avril, à l'Institut politique de Paris, des militants pro-palestiniens ont exhumé leurs mains peintes en rouge, ce qui, pour moi, est un message assez simple de « vous avez du sang sur les mains », et ben certains ont accusé l'acte d'antisémitisme. Tout simplement parce que selon certains acteurs politiques et médiatiques, ce geste ferait directement référence à un lâchage de 2 Israéliens à Ramallah, un lâchage survenu au début des années 2000, au début de la seconde intifada. Alors, vu le contexte, je peux comprendre qu'on se dise que quand même, il y a un lien entre les deux. Mais, déjà, encore une fois, pour moi, mettre du rouge sur les mains, ça veut tout simplement dire avoir du sang sur les mains. Et même si, vu le contexte, on peut se dire qu'il y a un lien, il faut pas oublier qu'aujourd'hui, les étudiants de Sciences Po, ils venaient à peine de naître en 2000, voire même étaient pas encore nés. Donc on peut comprendre qu'il n'est pas toutes et tous la ref, moi-même je ne l'avais pas. Et on peut qualifier l'acte de maladroit, on peut comprendre qu'on le trouve choquant, mais je trouve ça quand même fort de café d'invectiver directement les étudiants et leur faire un procès d'intention en étant sûr et certain qu'ils voulaient vraiment faire référence à cet acte dramatique de l'histoire. Je pense quand même qu'on peut leur accorder le bénéfice du doute. Mais bon, après quand même, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, parce que ce même vendredi 26 avril, le blocage de Sciences Po a été levé. Et c'est par un accord entre l'administration de l'école parisienne et les manifestants pro-palestiniens que ça a été possible. Ces derniers ayant obtenu gain de cause en échange de la promesse de ne plus perturber les cours. Alors du coup, avec tout ça, on peut se dire que tout est bien qui finit bien. Il y a eu manif, revendication et il y a eu accord avec les personnes concernées. C'est cool. Sauf que non. Parce qu'apparemment, ça n'a pas plu à certaines personnalités politiques, dont notre bon vieux Premier ministre. Et oui, parce qu'en ce qui concerne les blocages de Sciences Po Paris, Gabriel Attal a dénoncé un spectacle navrant et a assuré qu'il n'y aura jamais de tolérance pour les blocages. Alors, est-ce qu'on est surpris? Non. Déjà parce qu'on voit ce que ce gouvernement pense du blocage des prix, donc du blocage en règle générale, j'imagine même pas. Mais en tout cas, ce qui est bien avec sa remarque à Gabriel Attal, c'est qu'on sait qu'en mai 68, il aurait pas été du côté des étudiants. Mais aussi et surtout parce qu'on voit qu'au-delà de la question israélo-palestinienne, ce conflit sert une fois de plus d'arme médiatique pour ce gouvernement. Parce qu'on n'est pas dupe, on voit qu'en termes de pression médiatique, abus de pouvoir et influence de la population, ce conflit est du pain béni pour le gouvernement. Et il suffit de voir comment les oppositions sont traitées. On peut le voir par exemple avec le gouvernement qui va porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon pour injure publique, et ce après que le leader de la France Insoumise ait, ce 18 avril, fait un parallèle entre le président de l'Université de Lille, qui avait annulé une conférence de la France Insoumise, en le comparaisant à Adolf Eichmann, le responsable de la logistique de la solution finale mise en place par le régime nazi. Alors, faut avouer que la comparaison, c'était peut-être pas le meilleur moment pour la faire, Jean-Luc. On peut la trouver douteuse, maladroite, et je comprends qu'elle puisse choquer,
mais au bout d'un an, faudrait peut-être doser. Parce que s'il compare le président de l'université de Lille à Eichmann, ce n'est pas pour le traiter de nazi, mais tout simplement pour dénoncer sa lâcheté, comme l'avait fait Hannah Arendt avec Eichmann. Eichmann qui disait que la solution finale, tout ça, ce n'était pas sa faute, mais qu'il ne faisait qu'obéir aux lois, ce qu'a fait également le président de l'université de Lille. Je pense que quand un président d'université, qui est une personne qui a en charge le respect de la liberté de conscience et qui est même chargé d'éduquer les jeunes dans cette liberté d'appréciation et qui s'adresse à des étudiants de Sciences Po, sciences politiques, qui s'attendaient à voir s'exprimer un point de vue de sciences politiques, à savoir Madame Rima Hassan, qui est une spécialiste du droit international, et moi-même, qui suis un praticien de l'action politique. Lorsqu'un président d'université, parce qu'il a peur de ceux qui lui disent « vous devez maintenant interdire » après avoir décidé d'autoriser, eh bien, il se comporte dans cette logique de la propagation du mal. Il ne sait plus dire ce que vous dites peut être entendu, mais il n'a pas de légitimité à interdire une réunion. Et donc, même si je comprends qu'on puisse ne pas approuver la comparaison, qu'on puisse même la critiquer, de là à ce que le gouvernement porte plainte, c'est quand même fort de café. Et en termes de coup de pression, on a aussi Valou, toujours dans les bons coups celle-là. Valérie Pécresse qui a annoncé suspendre le financement de la région Île-de-France à Sciences Po. Et ce, tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas rétablies dans l'école, avec comme argument une minorité radicalisée appelant à la haine antisémite, instrumentalisation des filles, islamo-gauchisme, bref, les trucs habituels. Et moi, ce que je trouve marrant là-dedans, c'est plusieurs choses. Déjà, elle parle de l'instrumentalisation des filles, alors qu'ironiquement, c'est elle qui instrumentalise un appel à la paix pour décrédibiliser ses adversaires politiques. Ensuite, comme dirait le sénateur communiste Pierre Ouzoulias, à 500 mètres de Sciences Po, il y a Stanislas, et je ne me souviens pas que Valérie Pécresse ait eu des mots aussi forts pour qualifier les agissements de la direction. Et oui, parce qu'on se rappelle, quand Stanislas était dans la tempête médiatique après les informations de Mediapart, et au lieu de condamner, Valérie Pécresse, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle leur a refilé 1 million d'euros de subventions. Donc ça veut dire que l'islamo-gauchistes ont leur sucre des subventions, par contre, les droito-catholiques, là, on met la thune. Et c'est d'autant plus ridicule quand on sait que Sciences Po n'est pas spécialement islamo-gauchiste, alors que Stanislas, elle, est vraiment catholique et intégriste. Et dernière petite chose assez ironique, petit extrait. Les énarques se dévergondent. Une quarantaine d'élèves a passé la nuit dans les locaux de la célèbre École nationale d'administration. C'est tout ce que vous direz ce soir? Oui, je voudrais dormir. Oui. C'est bien Valérie. Valérie qui en 1991 avait bloqué l'ENA. Du coup maintenant, on sait qu'à l'époque, Valérie Pécresse était une dangereuse islamo-gauchiste radicalisée. Ah les gens changent hein. Après, heureusement, même si Valérie Pécresse veut annuler le financement de l'Île-de-France pour l'Institut, ce 30 avril, Sylvie Retailleau a annoncé, elle, que l'État ne couperait pas sa subvention à l'école. Et j'ai envie de dire, c'est au moins ça. Alors oui, c'est une bonne nouvelle, mais, de l'autre côté, ça n'a pas empêché la police judiciaire de convoquer Mathilde Panot et Rima Hassan pour apologie du terrorisme. Oui, les mêmes Mathilde Panot et Rima Hassan que chez LFI. Mais donc, pourquoi? Eh bien, Mathilde Panot a été convoquée pour s'expliquer sur un communiqué publié par son groupe parlementaire le 7 octobre. Un texte mettant en parallèle l'attaque du mouvement islamiste décrite comme une offensive armée de forces palestiniennes et l'intensification de la politique d'occupation israélienne dans les territoires palestiniens. Et en ce qui concerne Rima Hassan, c'est à cause d'un extrait d'une interview accordée en novembre aux médias Le Crayon, un extrait montrant la candidate aux élections européennes dire qu'il est vrai que le Hamas mène une action légitime. Et alors, deux choses. En ce qui concerne Mathilde Panot, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer à quel point tout ça a été instrumentalisé? La France insoumise pourtant claire sur leur volonté d'une paix à deux États, ne rappelant ici que des faits. Oui, il y a une offensive de l'armée palestinienne, comme il y a une offensive de l'armée israélienne. Et oui, il y a une occupation israélienne dans les territoires palestiniens. Il suffit de regarder une carte. Et qu'on soit d'accord avec Mathilde Panot ou ce que je viens de dire, peu importe. Parce que si jamais tu décris l'action de la Palestine comme grave, alors tu dois le faire aussi pour l'action d'Israël. Et on va pas se mentir, depuis le 7 octobre, il y a quand même une légère différence de mots choisis et de vision apportée sur le conflit quand on parle d'Israël ou de la Palestine. Et en ce qui concerne Rima Hassan, eh bien c'est tout simplement un extrait coupé. Un extrait sorti de son contexte, un extrait tronqué, donc pourquoi? Alors on pourrait se dire que c'est pour être garant de la liberté, de faire attention aux terroristes et de vouloir la paix. Mais non,
Évidemment qu'on le sait tous que c'est pour détourner l'attention, que c'est pour faire diversion, que les élections européennes arrivent bientôt et que, aux surprises, Rima Hassan, elle est candidate aux élections européennes. Ce qui se passe ces derniers temps, et ce qui est de plus en plus vrai et de plus en plus alarmant, c'est une pression médiatique, des moyens utilisés pour faire peur, que ce soit à LFI, que ce soit aux étudiants de Sciences Po ou aux manifestants de manière plus globale. Et vraiment, que vous soyez d'accord avec la Palestine ou Israël, ça on s'en fout, vraiment c'est pas le plus important. Juste il suffit de voir le traitement médiatique, comment les informations sont tronquées, comment une phrase peut être détournée, comment elle peut être prise hors de son contexte, comment ça devient de plus en plus difficile de croire qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Là c'est soit ils sont teubés ou soit c'est de la malhonnêteté. Mais c'est l'un des deux. Et si jamais vous voulez en savoir vraiment plus sur les intentions de Rima Hassan, Mathilde Panot ou d'autres, allez les écouter. Rima Hassan, le Hamas mène-t-il une action légitime ? Alors tout dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de l'attaque du 7 octobre ou est-ce qu'on parle du Hamas comme étant un groupe politique à une branche armée et qui mène une action dans un contexte de lutte pour l'autodétermination? Ce que disent les résolutions des Nations Unies, il y en a 2, qui disent précisément, et c'est le terme qui est utilisé, les groupes armés peuvent opérer dans un contexte de lutte pour l'autodétermination, même en ayant recours à la force. Et ces mêmes résolutions précisent que le peuple palestinien fait partie de ces peuples qui sont dans cette lutte pour l'autodétermination et qui s'inscrivent pleinement dans cette quête politique. Donc si on parle de l'attaque du 7 octobre, je crois que mes propos ont été extrêmement clairs depuis le 7 octobre sur une condamnation des attaques du Hamas, qui par ailleurs j'ai qualifié très tôt d'attaque terroriste, parce que ça aussi, il faut être très clair, la manière, je pense, la plus honnête de définir le Hamas, c'est un groupe, un mouvement religieux qui s'est structuré autour d'une branche politique et d'une branche armée, et dans sa branche armée, il a assumé, bien avant le 7 octobre, d'avoir recours à un mode opératoire qui est un mode opératoire terroriste. Pour Rima Hassan, il y a plein d'interviews, dont l'une des dernières en date par Dany Heras, que je vous conseille fortement si vous voulez quelque chose de assez digeste et de vraiment pas le truc le plus prise de tête du monde, mais en restant pertinent. Et pour Mathilde Panot et Jean-Luc Mélenchon, il suffit d'écouter ce qu'ils disent depuis le début. Ils veulent le cessez-le-feu. C'est ce qu'ils disent depuis le 7 octobre. Après, qu'on soit d'accord ou pas avec leur méthode, qu'on soit d'accord ou pas avec les mots choisis, ça c'est autre chose. Et chacun est libre de penser ce qu'il veut à ce niveau-là. Mais prôner un antisémitisme imaginaire parce qu'il y a eu telle formulation, telle comparaison, telle métaphore, c'est de la mauvaise foi. On en est rendu à un moment où on commence à se demander s'ils vont pas dissoudre la France insoumise en fait. En même temps, s'ils sont antisémites, ils provoquent des troubles à l'ordre public, etc. Oui, à un moment la question elle va se poser. D'ailleurs, vous avez vu depuis le 7 octobre. Elle s'est déjà posée pour le NPA, plusieurs fois. Est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, il faut poser la question de la dissolution du NPA? Est-ce qu'il faut interdire le NPA? Écoutez, en tout cas, je pense que la question de sa dissolution se pose. Et puis, il faudrait pas oublier Révolution Permanente, une scission du NPA. Un de ses porte-parole, Anas Kazib, a lui aussi tenu des positions que n'approuve pas Christophe Barbier et qu'il se permet donc de déformer au point où ça en est même insultant, en fait. Je suis solidaire d'Anas Kazib qui est criminalisé pour son soutien à la Palestine. Oui, pas à la Palestine, oui. Au Hamas, aux attaques du 7 octobre terroristes, aux viols de femmes, aux assassinats, aux meurtres d'enfants. Il est solidaire de cela et vous êtes solidaire de lui. C'est bien ça que j'ai compris. Écoutez... Il n'y a plus de limite dans les mots choisis. Ils savent très bien ce qu'ils font en poussant toujours plus loin ces accusations infondées. La gauche est totalement criminalisée, alors à partir de là, oui, on convoque pour apologie du terrorisme, on convoque pour antisémitisme et personne ne réagit. C'est quoi la suite du coup ? Ce qu'on vit en ce moment, c'est une étrange défaite. Une défaite de la vérité, de la pensée, de l'honnêteté. Et les grands médias sont au cœur du problème. Vous l'avez vu, il y a un narratif raciste d'ailleurs. Et ce narratif, en effet, on le retrouve sur CNews, on le retrouve sur France Inter, France Info, partout en fait. C'est le récit dominant. Et ce récit, il est largement accompagné, voire devancé parfois par les journalistes. Les journalistes qui devraient pourtant nous aider à y voir plus clair. Alors que vous soyez pro-israélien, pro-palestinien ou tout simplement j'en ai rien à foutre, je comprends rien à ce bordel, faites-vous votre propre avis. Et en ce qui concerne Valérie Pécresse, j'ai un dernier message pour elle. Quand tu veux, on bloque l'ENA ensemble. Mais sinon, tout va très bien. Ouais, je sais, c'est moins bien comme ça. Alors maintenant, à savoir si Sciences Po est de droite ou de gauche, alors je sais pas. Mais en tout cas, soutien aux manifs. Allez, salut.